On est très heureux d'accueillir dans le cadre du programme de la Cagne en spécialité, et puis évidemment pour les autres également, Sam Azulis, qui est professeur d'analyse filmique à l'Université de New York et à Stanford dans des antennes parisiennes. Il est également scénariste. Sam, tu es spécialiste de Kubrick, tu as écrit un livre absolument remarquable sur Kubrick qui s'appelle Une Odyssée philosophique, qui est un livre, si vous aimez les croisements entre philosophie et cinéma, que je vous recommande amplement. C'est un livre qui utilise notamment Heidegger, Nietzsche pour essayer de penser Kubrick et inversement Kubrick pour mieux comprendre un certain nombre de concepts nietzschéens, notamment le nihilisme, dont tu montres la complexité. Et tu as récemment publié aux presses de l'École Polytechnique un livre collectif consacré à 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors ce soir, tu vas nous parler en grande partie de l'ordinateur HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace, qui a un statut extrêmement hybride, qui est presque un personnage à part entière du film. Et tu vas nous en parler à la fois sous l'angle de la machine, est-ce qu'il est réductible à un statut purement machinique, et en même temps, tu vas peut-être demander si on peut considérer qu'il fait une expérience consciente, puisqu'il va prendre des décisions imprévues au cours du film. Et donc on va essayer d'illustrer un certain nombre de concepts qu'on a vus à travers le cas particulier de HAL, qui est un personnage remarquable de 2001, l'Odyssée de l'espace. Merci infiniment d'être présent pour cette conférence, et je suis sûr qu'on va se régaler. Merci à toi pour cette introduction. Bonjour à tous, ravi de faire votre connaissance. Alors, qui a vu ici 2001, Odyssée de l'espace ? Ok, donc certains l'ont vu, mais beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu. Alors je suggère évidemment, je vais essayer d'être le plus didactique possible et donc de vous présenter un petit peu les enjeux du film, mais il serait tout à fait souhaitable, je pense, puisque en plus, si j'ai bien compris, c'est à votre programme, la machine, et d'autres exemples que, si vous voulez, ChatGPT ou les canards de Vaucanson pourraient être appréciables et appréciés. Donc n'hésitez pas à vous précipiter sur HAL, qui est quand même, je dois bien le dire, l'ordinateur le plus cinégénique de l'histoire du cinéma, et celui qui est la référence encore actuelle pour bon nombre de réalisateurs. Et quand je vous dis ça, je vous parle des réalisateurs les plus en vue du moment, à savoir Christopher Nolan ou Denis Villeneuve, hein, qui ne jurent que par Kubrick et par 2001, sans parler de George Lucas, sans parler de tous les en fait, réalisateurs de science-fiction américains. Alors, donc, juste un petit mot d'introduction pour commencer sur 2001, l'Odyssée de l'espace. En 1964, comme vous le savez sans doute, il y a une sorte d'engouement généralisé pour la course à la Lune qui a été initiée par Kennedy. En 1965, on lance les capsules Gemini pour préparer le programme Apollo. Et c'est à ce moment précisément que le réalisateur américain, qui s'est déjà illustré par un nombre de films qui ont été appréciés, largement commandés, et qui, en dépit de sa singularité, a réussi à s'inscrire dans Hollywood, à savoir Stanley Kubrick, va présenter, annoncer son projet qui s'appelle à l'époque Journey Beyond the Stars, donc le voyage à travers les étoiles, qui deviendra évidemment 2001, l'Odyssée de l'espace. Il promet aux producteurs de la MGM de faire le meilleur film de science-fiction, le plus réaliste, selon ses propres termes, le film de science-fiction de référence. Alors, l'exigence de Kubrick dans ce film, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez être surpris parce que c'est un film ancien. On est un an avant l'actuel alunissage des astronautes, et Kubrick a déjà une vision qui est tout à fait stupéfiante de réalisme et qui se démarque totalement des films qu'on a pu voir. Alors certains films qu'on a vus à l'époque, comme je pense à, je sais pas, La planète interdite, Forbidden Planet, ou Le choc des mondes, tous ces films, tous ces grands classiques de la science-fiction qui datent des années 50 ou 60, certains sont remarquables, mais disons que leur esthétique est quand même assez pittoresque, comparé à ce que Kubrick va faire, en s'entourant d'experts hautement qualifiés, de membres de la NASA notamment, mais aussi en ayant recours à des grandes firmes comme IBM, Boeing, Chrysler, General Electric, Pan Am, dont on voit les logos et bien d'autres,
Donc il va s'entourer pour essayer de faire un film hyper réaliste. Et c'est pourquoi, d'une certaine manière, on a souvent dit que ce film s'inscrivait dans le courant de la hard science. Pour ceux qui connaissent la science-fiction, vous savez peut-être qu'il y a différents courants dans la science-fiction. Le courant de la hard science, c'est une science-fiction qui se veut crédible d'un point de vue scientifique. C'est celle à laquelle appartient Arthur C. Clarke, qui va collaborer avec Kubrick pour écrire le scénario de 2001. Le scénario de 2001 a été écrit à partir d'une nouvelle de Arthur C. Clarke qui s'appelle La Sentinelle. Et il l'a choisi non seulement parce que c'était un auteur de science-fiction, il faut savoir que Kubrick choisit plutôt des écrivains plutôt que des scénaristes, et aussi parce que c'est un scientifique. C'est-à-dire que, en fait, Clarke a contribué notamment à l'invention du système radar, qui a contribué au succès de la Royal Air Force durant la bataille d'Angleterre, et il est l'un de ceux qui ont conceptualisé l'idée du satellite géostationnaire qu'il a proposé dès 1945, et d'ailleurs on appelle toujours les satellites qui sont en orbite, on dit qu'ils sont sur l'orbite de Clarke, en hommage à Arthur C. Clarke. Donc c'est deux personnes qui ont un énorme intellect, qui se réunissent en 1964 au Plaza Hotel, Kubrick et Clarke, fascinés par le progrès scientifique. Alors tous les deux sont résolument ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des post-humanistes. Bien sûr, on ne parle pas d'Elon Musk, mais on parle d'intellectuels, d'artistes qui ont une vision assez avant-gardiste de l'évolution, et notamment de l'idée que l'évolution technologique va nous amener un jour ou l'autre, dans un avenir plus ou moins lointain, à fusionner avec la machine. Clarke écrit même dans son livre les explorateurs de la Terre avaient atteint les limites de la chair, leur machine était désormais supérieure à leur corps et il était nécessaire d'y émigrer. Mais ils n'avaient plus besoin de construire des astronefs, ils étaient des astronefs. Alors, vous voyez, donc c'est vraiment une science-fiction qui imagine effectivement la fusion totale de l'homme et de la machine. Quant à Kubrick, qui avait déjà réfléchi au danger d'une science sans conscience dans son autre chef-d'œuvre, et il en a fait beaucoup, qui s'appelle Dr. Strangelove, le Docteur Folamour en français, qui est un film aussi remarquable, surtout par les temps qui courent. Vous sentez peut-être une légère angoisse disséminée un petit peu partout d'ordre géopolitique, et notamment en ce qui concerne la bombe nucléaire. Donc c'est le moment parfait pour vous pour regarder Dr. Strangelove, mais il le dit lui-même, Kubrick, il n'est pas du tout anti-technologie, anti-machine, et il va même jusqu'à dire que peut-être que dans un futur lointain, nous serons contraints de partager notre planète avec des machines dont il dit, je cite, que l'intelligence et les facultés dépasseront les nôtres. Évidemment, il est un petit peu plus tempéré aussi, puisqu'il dit que il n'est pas inconcevable qu'une sous-culture robotique et informatique émerge et qu'un jour elle décide qu'elle peut se passer de l'homme. Donc voilà un petit peu les présupposés qui président à l'élaboration du scénario de 2001 en ce qui concerne la technologie et l'intelligence artificielle. Encore une fois, je pense qu'évidemment on évoque Terminator, Skynet, toutes sortes de créatures de fiction, mais la plus célèbre et la plus crédible d'entre elles est sans doute notre ordinateur, celui qu'on va aujourd'hui essayer, peut-être pas de psychanalyser, mais en tout cas de mieux comprendre. Je signale aussi au passage que la question de l'intelligence artificielle a été une obsession de Stanley Kubrick, puisqu'il a travaillé pendant des années, peu après 2001, sur l'adaptation d'un livre d'un autre écrivain de science-fiction, Brian Aldiss, qui s'appelle Super Toys All Summer Long, les super jouets pendant tout l'été. Je sais pas, j'ai oublié la traduction française, mais c'est le film qui va donner AI, qui va être donc Artificial Intelligence de Steven Spielberg, qui va réécrire le scénario qu'avait commencé à élaborer Kubrick, et pour rendre hommage à Kubrick, dont il était un grand ami, il va mettre produit par Stanley Kubrick. Donc le film, je ne sais pas qui a vu AI ici, certains d'entre vous l'ont vu? Non, personne?
Bah, un autre truc sur les machines et les robots, là, AI, alors là, vous pouvez y aller. Pour votre connaissance générale de la question, c'est parfait, puisque l'histoire du film, c'est un petit garçon artificiel qui cherche à devenir humain. Et donc, c'est une revisitation du mythe de Pinocchio par Stanley Kubrick et par Spielberg. Ça vaut le détour quand même, je vous conseille de le regarder. Alors, pour commencer, je ne sais pas, là, donc on a vu, hein, j'en vais juste pour le plaisir, c'est pas la peine d'éteindre, on va juste pour le plaisir. Sinon, je le mets à côté des lumières. Alors écoutez cette introduction magnifique de Zarathustra de Strauss, quelle manière splendide d'ouvrir un film. Voilà. Bon, j'arrête le massacre ici, il faut voir ce film évidemment sur un écran géant. Je vais vous montrer quelques extraits, mais franchement, je vous recommande de le voir chez vous. Si vous avez un home cinéma sublime avec un écran gigantesque, c'est mieux. Si le film ressort, allez le voir au cinéma, je vous en supplie, parce que c'est une expérience unique. D'ailleurs, ce film a été critiqué beaucoup à sa sortie pour sa froideur, son inhumanité, et les gens disaient, avec raison d'ailleurs, que le personnage le plus humain du film, le plus sensible, le plus émouvant était l'ordinateur. Ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai. Et puis les singes au début. Mais à part ça, je veux dire, les astronautes sont glaçants, on va y revenir. Ce qui est intéressant là, si vous voulez, c'est que c'est aussi un film qui a été associé à la génération Flower Power, les hippies. Bon, c'est l'époque, hein, la fin des années 60, c'est la contre-culture. Et le film qui n'avait pas forcément super bien démarré a vraiment cartonné parce que tous les hippies y sont allés en fumant des joints et en regardant ça, les yeux écarquillés, les pupilles dilatées, en se disant mais c'est le plus beau film qu'on ait jamais vu. Donc, quelle que soit votre approche, que vous soyez froid comme une machine ou au contraire relativement extraverti, vous profiterez de ce film. Maintenant, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, à savoir notre ami Al, je vais toujours garder un œil sur l'heure, mais je pense qu'on a le temps. Oui, donc tout va bien. Je fais une petite introduction sur ce que j'appellerais le présupposé anthropologique radical du film. C'est important de s'y attarder un petit peu. Ce film a une trame narrative qui est très particulière, très distincte de tout ce que vous pouvez voir. Son ambition, on pourrait dire, est philosophique, pour ne pas dire métaphysique. C'est-à-dire que vous avez donc une série de séquences qui vont décrire différentes époques, différents moments de l'histoire de l'humanité. Et les principaux protagonistes, si on regarde le film dans sa totalité, non pas dans ses segments, ne sont autres que l'humanité entière. Et une intelligence, une puissance supérieure, extraterrestre, divine, relevant du règne de la nature ou d'un règne transcendant, on ne sait pas, en tout cas, c'est une énigme, mais ce sont eux les forces motrices, les principaux personnages de ce film. Donc, il y a une audace narrative incroyable dans le film, qui consiste, si vous voulez, à intégrer des modules narratifs qui sont totalement hétérogènes, c'est-à-dire une histoire de tribu de proto-humains, d'hommes-singes, une histoire d'un homme, d'un diplomate sur une base lunaire, l'histoire d'astronautes dans un vaisseau spatial, le Discovery, dont on va parler là plus avant, et finalement une histoire là carrément quasi mystique de la transformation, je dirais même de la transmutation d'un astronaute. On a donc des segments qui sont vraiment hétérogènes, reliés par une superstructure narrative dont, comme je vous l'expliquais, les enjeux sont essentiellement d'ordre philosophique. Donc, 3 chapitres distincts dans le film. Le premier, c'est l'aube de l'humanité. Le deuxième s'intitule 18 mois plus tard, la mission Jupiter. Le dernier, Jupiter, est au-delà de l'infini. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces divisions ne tiennent pas compte du véritable saut temporel qui survient au début du film
et qui est, qu'on qualifie, hein, entre experts de Kubrick, le raccord bondissant. Qu'est-ce que c'est que ce raccord bondissant? C'est une transition qui est une ellipse, en réalité, d'une durée de plusieurs millions d'années. Et donc c'est le moyen le plus cinématographique qu'a trouvé Stanley Kubrick pour signifier, je dirais, la proximité qui existe entre deux époques aussi éloignées que peuvent l'être la préhistoire et l'époque de la conquête de l'espace, donc notre 21e siècle, puisque je vous signale que symboliquement le film s'appelle 2001, c'est-à-dire l'histoire du 21e siècle. Et voilà ce fameux raccord bondissant que je vais vous montrer tout de suite. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas le film, comme pour ceux qui le connaissent, c'est plutôt sympa de revoir ça. Donc le raccord, là on peut peut-être éteindre justement. Voilà, donc j'arrête là. Donc on est en 68, donc n'allez pas me dire que la Terre a l'air un peu statique. Oui, effectivement, c'est du matte painting, mais à l'époque c'est remarquable. Et puis finalement, on l'avait encore jamais vu de l'extérieur, la Terre. On n'était jamais encore allé sur la Lune. On n'avait pas d'image vraiment de ce à quoi ça ressemblait. Et puis aujourd'hui, en fait, on réalise que là aussi, Kubrick a vu plutôt juste et que sa depiction, sa vision, disons, de la planète est plutôt fidèle et cohérente. Ce qui est intéressant donc, c'est que on compresse ici, hein, c'est vraiment un apax dans le cinéma, hein, c'est vraiment un moment remarquablement singulier, avec un abîme temporel de millions d'années qui est compressé en quelques secondes, ce raccord bondissant qui raccorde ces deux éléments hétéroclites. L'autre aspect passionnant de ce plan, de cette séquence, puisqu'il y a plusieurs plans ici, mais c'est que sont juxtaposés entre un plan et un plan suivant, deux éléments, là aussi totalement hétérogènes, qui sont un os et un vaisseau spatial. Pourquoi c'est intéressant et qu'est-ce que ces deux éléments ont en commun? Eh bien, d'abord, le fait que ce sont des outils fabriqués par l'homme, utilisés par l'homme pour un but précis. Alors, même si ça n'a rien d'évident là quand vous voyez le film, ce qu'a demandé Kubrick, il l'avait expressément demandé en fait à ses équipes, je crois que c'est Harry H.K. Lange et Tony Masters, qui sont les décorateurs de 2001, de faire des maquettes de plateformes stratégiques à propulsion nucléaire. Donc en fait, il s'agit d'armes. Il s'agit d'armes du futur. Il s'agit en gros de vaisseaux qui sont armés et prêts à attaquer. Donc, non seulement ce sont deux outils, l'os et le vaisseau spatial, mais ce sont deux armes. Il ne voulait pas qu'on puisse voir vraiment que c'était des armes, qu'ils aient l'apparence de machines de guerre, parce qu'il avait déjà, il se méfiait en fait que le rapprochement soit trop fort avec le docteur Folamour, qui parle aussi de guerre. Mais cette césure métaphorique de l'os satellisé rend compte de la naissance d'une forme d'intelligence et aussi d'un autre concept qui est fondamental dans ce film, qui est la mise en mouvement de l'inanimé. Il y a vraiment aussi dans cette transition l'idée de faire partager aux spectateurs une perspective qu'on pourrait presque qualifier de téléologique sur l'histoire de l'humanité. L'homme a été programmé pour un but, son destin est
d'instrumentaliser son milieu. Il faut rappeler quand même, pour bien comprendre ce présupposé anthropologique qui nous sert là d'introduction et qui va nous permettre de mieux comprendre Hall, que en fait on est dans les années 60, les premiers fossiles de l'Homo habilis ont été découverts en Afrique de l'Est, et ça va permettre une redéfinition du genre Homo, en abaissant en fait sa capacité crânienne. Je pense qu'on passe là à quelque chose comme 600 mètres cubes, et son ancienneté aussi, puisqu'on la date à 1,8 million d'années. Et à cette époque, on a quand même une vision assez linéaire du genre Homo, et on a une obsession qu'on va retrouver dans le film, qui est que l'émergence de l'espèce humaine est liée à la maîtrise et l'invention de l'outil. Ça, c'est quelque chose. Bon, on sait aujourd'hui que le genre Homo inventa l'outil il y a plus de 3 millions d'années. Donc c'est plutôt l'Australopithèque qui est concerné, mais en l'occurrence, quand on regarde les proto-humains que vous avez entreaperçus dans l'extrait, ces proto-humains sont effectivement plutôt des Australopithèques. Donc là aussi, on peut dire que Kubrick a vu juste. Kubrick et Clark avaient lu un ouvrage qui s'appelle African Genesis, qui a été écrit par Robert Ardrey, qui est un best-seller en 1961. Il a aussi écrit The Territorial Imperative, qui sont des livres en fait dont ils se sont inspirés pour la superstructure de 2001 et qui postulent que les premiers hominidés africains étaient mus en fait surtout par des instincts territoriaux extrêmement puissants, et que donc c'est ce qui les a poussés à développer des armes pour acquérir, posséder, défendre un espace vital. Et c'est la fameuse théorie qui s'appelle donc The Killing Ape Theory, la théorie du singe tueur, qui a été élaborée par l'Australien Raymond Dart et qui a été reprise ensuite par Ardrey, qui postule donc que l'agressivité en fait des premiers carnivores, des primates carnivores, est l'un des principaux moteurs de l'hominisation. Ce sont des questions qui ont été débattues, qui sont aujourd'hui totalement critiquées, remises en cause, mais voilà un petit peu un socle philosophique qui a servi à l'élaboration de 2001. Et j'ajoute qu'on pourrait aussi rapprocher cette idée de celle de Oswald Spengler, qui est un philosophe, disons, controversé, qui a partie liée avec la révolution conservatrice allemande, qui en 1931 va publier un livre qui s'appelle L'homme et la technique. Et on retrouve vraiment ce présupposé aussi chez Spengler, c'est l'idée que... Alors on est en totale opposition avec Jean-Jacques Rousseau. Rousseau pensait, comme vous le savez, que l'homme originel était une sorte de bon sauvage, qui était paisible, vertueux, et que c'est la culture qui vient le ruiner, le pervertir. Et alors que Spengler postule au contraire que l'homme est un animal de proie surdoué, et qu'en fait, il va s'affranchir de ce qu'il appelle la technique générique. C'est intéressant parce que on ne nie pas que les animaux puissent avoir une forme de technique, mais cette technique est figée en quelque sorte. Cette technique n'a aucun développement, aucune inventivité, et donc il va, selon Spengler, y avoir un saut incroyable, un bond évolutif, incommensurable, qualitatif, qui va permettre en fait à l'homme de maîtriser la technique et d'inventer l'outil. Et chez Spengler, comme chez Kubrick, c'est vraiment cette question de la temporalité qui est soulevée et qui est fondamentale. C'est-à-dire que la technique devient non plus figée, mais inventive, imaginative, susceptible d'amélioration et par conséquent corrélée à une représentation symbolique du monde. La conscience se déploie dans le temps. Et donc, dans le film, en 2001, la cause de ce bond évolutif, c'est le monolithe. Qu'est-ce qui permet de maîtriser l'outil? Alors, pour terminer sur... j'ai fait des bêtises. Pour finir sur cette question, avant d'entrer dans les machines, puisque c'est la première, non pas machine, mais premier outil, je vous passe cet extrait du film où on voit pour la première fois un hominidé qui apprend à se servir. Alors là aussi, peut-être qu'on peut... Ouais, c'est éteint là. Oui, c'est éteint. Ouais. Donc, on voit cet hominidé qui va, pour la première fois, apprendre à se servir d'un outil.
et donc comme je vous l'ai dit, en ayant une technique imaginative. Voilà, donc vous l'avez vu ici, les hommes singes sont exposés à ce monolithe qui d'ailleurs est un objet qui reste très mystérieux, on ne va pas en parler là parce que ce n'est pas le sujet. Il pourrait tout aussi bien d'ailleurs être un autre type de machine, hein, ce monolithe, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Sam, pour ceux qui n'ont pas vu le film, peut-être que tu peux expliquer ce que c'est. Je vous résume très brièvement, puisque certains n'ont pas vu le film. Le monolithe est un objet, une sorte de parallélépipède géant qui apparaît au milieu d'une tribu d'hommes singes durant la préhistoire et qui va donc entraîner une sorte de transformation de leur psychisme et leur permettre de découvrir l'outil. C'est précisément ce que je montre dans cette séquence ici. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'on est au début suite au raccord bondissant, on se retrouve au début donc, du XXIe siècle et un diplomate se rend sur la Lune parce qu'on vient de découvrir sur la Lune un autre monolithe qui vient de réapparaître. Et donc, c'est ça le début de 2001. Ensuite, on se retrouve donc dans le vaisseau Discovery en compagnie d'astronautes qui ont mis pour mission de se rendre jusqu'à Jupiter, où, eh bien, ils ne le savent pas, ils ne sont pas au courant de l'objet de leur mission, mais en fait, on a perçu le signal d'un autre monolithe qui flotte dans l'espace à proximité de cette géante gazeuse. Et donc, le voyage va connaître quelques problèmes, quelques incidents, notamment à cause de HAL 9000, l'ordinateur de bord, qui lui est au courant de la mission et qui va finir par essayer d'éradiquer tout l'équipage. Donc on va voir pourquoi est-ce que le robot, l'ordinateur de bord, devient un assassin. Finalement, dans la dernière partie du film, l'astronaute Dave Bowman, parvient finalement à vaincre l'ordinateur, parvient à entrer en contact avec le monolithe, et là c'est la fin du film qui est extrêmement mystérieuse, énigmatique, où il est convié par ces entités que représente le monolithe à aller au-delà de l'infini. Comme ce n'est pas le sujet qui sera abordé aujourd'hui, et comme j'aimerais bien que vous puissiez voir le film, je ne vais pas faire de spoiler, je ne vais pas divulgacher cette partie. Ce sera à vous de la voir si vous le désirez. Voilà, donc j'ai fait un résumé très succinct. Je pense qu'on saisit un petit peu mieux l'articulation du film. En tout cas, là, au début, le monolithe est apparu et l'homme singe va commencer à manipuler un os. Comme vous voyez, il fracasse un squelette de sanglier, de phacochère, et il va prendre conscience, en quelque sorte, de la puissance destructive létale de cet os. C'est intéressant parce que le monolithe, je ne dirais que ça, est un élément qui vient du cosmos, des astres. C'est un élément inanimé. Et ce qu'on voit ici, c'est la transformation du psychisme, si j'ose dire, ou de l'esprit de l'homme singe qui apparaît dans cette séquence, c'est qu'on s'empare de l'os pour l'utiliser comme une arme. Donc il y a une forme d'astralisation, de mise en mouvement, si vous voulez, de l'inanimé,
On pourrait dire presque une entéléchie, hein, au sens où les néoplatoniciens, comme Porphyre par exemple, pouvaient utiliser ce terme, c'est-à-dire un processus qui va mener à une actualisation, à la complétion d'une puissance. Et donc, on atteint donc un nouveau seuil d'évolution en fabriquant une image mentale qui relève d'une possibilité de projection, d'une mémoire, une mémoire sélective, une imagination délibérative, comme dirait Aristote. On ne vit plus dans l'instant, mais on instrumentalise sa propre vacuité. Hein, l'être jeté de Heidegger, on se projette dans une nouvelle dimension qui est celle du temps. Et donc ce montage nous dévoile le potentiel d'agression de l'os et met en évidence une transition évolutive. Il y a une association d'idées, puisqu'on voit ce phacochère s'effondrer à au moins 2 reprises, et le squelette qui est fracassé. On a la projection d'un fantasme, je veux tuer les animaux, et la résolution d'une délibération, je vais le faire avec l'os. L'os change de statut dans l'esprit du proto-humain, il devient une arme par le truchement d'un, je dirais, syllogisme pratique qu'a élaboré son imagination. Et à ce moment-là, hein, c'est ce que Spengler dit, hein, mais qui explique très bien ce à quoi on assiste ici, l'homme devient un prédateur unique en son genre, parce que, dira Spengler, il est devenu le créateur de sa tactique vitale. C'est-à-dire que contrairement aux animaux, comme je vous le disais précédemment, la technique humaine est modifiable, consciente, arbitraire, et donc c'est une forme inaugurale de culture. Et là, véritablement, la culture et l'animalité, la technique et la prédation, l'outil et l'arme, tout ça devient indissociable. Tout ça procède, on pourrait presque même dire, d'une même logique évolutive. Et de fait, c'est là que se trouve le présupposé fondamental de 2001, qui fait de Caïn, plutôt que d'Abel ou d'Adam, le premier homme véritable. Postulat radical, puisque souvent les philosophes, comme vous le savez, postulent que c'est, je ne sais pas moi, le rire, la peur de la mort, l'empathie, la sociabilité, qui permettent l'émergence de l'homme, de la race humaine, même le langage, bien évidemment. Eh bien ici, non. C'est le règne de la technique qui est concomitant à celui de l'homme, à la naissance de notre espèce. Et donc ici, la technique n'est pas née de la pensée symbolique, n'est pas née de la métaphysique, encore moins de son déclin, comme le pensait Heidegger, mais c'est plutôt l'inverse. Toute la culture, toutes les potentialités de l'homme naissent de la technique. La technique est co-originaire de naissance de l'homme. Donc voilà un premier point que je cherchais à établir avec vous en guise d'introduction. Ensuite, je dis quelques mots. On a le temps encore. Oui. Bien. Je dis quelques mots sur la civilisation technicienne telle qu'elle nous est présentée par Kubrick avant d'entrer dans le commentaire donc, de Hall. Je serai rapide là-dessus. Vous l'avez vu, l'os s'est transformé en vaisseau spatial. S'est affranchi de la pesanteur. Il est monté dans le ciel, mais il n'est pas retombé. Il est pourvu maintenant de nouvelles fonctions. Quelles sont ces fonctions ? C'est aussi l'idée de la cybernétique. Alors je vais vous montrer peut-être une fameuse séquence qui illustre très bien cette idée, c'est la fameuse séquence de la valse orbitale.
Donc voilà, une séquence qui est tout aussi iconique que le film lui-même. Cette approche du courrier de la Paname qui s'apprête à accoster la station orbitale. Une valse qui l'illustre. Michel Chion a dit qu'il s'agissait d'une musique anampathique, c'est-à-dire une musique qui est indifférente à la situation qui est montrée, qui permet un contraste expressif, puisque là on a affaire à des machines, il n'y a aucun être humain, il n'y a aucune émotion, c'est plutôt dans le rythme, et c'est un film qui est construit en rime géométrique, en mouvement géométrique, circulaire, triangulaire, carré. Tout le film est construit selon une composition extrêmement rigoureuse et remarquable. Vous l'aurez remarqué peut-être au début, lorsque on voit ce monolithe et puis le soleil, l'alignement des planètes avec le soleil et la lune et l'éclipse, au tout début du film. Tout le film est construit avec cette science de la composition des motifs géométriques. Et ici, on est devant des dispositifs technologiques d'une beauté glaçante. Il y en a plusieurs, c'est l'exemple peut-être le plus connu. Mais comme vous le voyez, sous l'impulsion cinétique initiale, celle de ce proto-humain, eh bien, l'outil s'est progressivement automatisé. Maintenant, il se meut par lui-même, il possède en quelque sorte son propre principe de mouvement. Et donc, ce qu'on va voir, ce sont ces immenses rituels mécaniques, mais qui, si vous voulez, ressemblent presque à d'immenses organismes unicellulaires, des vaisseaux de 2001 qui, d'une certaine manière, reproduisent les comportements élémentaires du vivant, puisque on a une sorte de pénétration qui nous est montrée. On insiste longuement sur la manière dont le vaisseau va entrer à l'intérieur de la station orbitale. Il y a une autre séquence d'alunissage où, comme dans un utérus rouge, vous avez un œuf, un vaisseau en forme d'œuf qui va entrer à l'intérieur. Donc ce sont des images matricielles, utérines, où il y a référence à la sexualité, mais évidemment, tout cela se passe dans un milieu sans vie, avec une sorte de froideur. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de déchets. Le seul déchet qui sera rejeté dans le film, dans l'espace, c'est un astronaute, le pauvre. Mais sinon, si vous voulez, vous avez des machines spatiales qui sont presque des outils frustrés de ne pas avoir de corps. Il y a cette idée que on voit des outils autorégulés par des processus cybernétiques qui ne sont qu'une sorte de parodie des processus complexes qui régissent le corps des sujets vivants. Et là, évidemment, là aussi, on a quelque chose de fondamental qu'on retrouve dans toute l'œuvre de Kubrick. Alors, je ne vais pas me lancer dans un commentaire là-dessus, mais c'est vraiment, si vous voulez, cette idée que les fonctions, on assiste à des rituels mécaniques dont les fonctions biologiques sont exclues. En fait, il y a une forme de stérilité. Les dimensions affectives, sensuelles, sexuelles, ne sont que parodiées par toutes ces machines. Mais elles sont bien là dans la pensée de Kubrick. Et du coup, on en vient à l'homme du futur qui vit dans ce règne de la technique. À quoi ressemble-t-il ? Eh bien, pour paraphraser Heidegger, je dirais que cet homme est une sorte de fonctionnaire de la technique. C'est-à-dire qu'il ne prend pas du tout en compte le côté, aucun esprit critique par rapport aux conséquences éventuellement destructrices ou appauvrissantes de la technique. Il est complètement, ce qu'on voit à travers Floyd, qui est le diplomate envoyé sur la station lunaire, ce qu'on voit aussi avec les astronautes, ce qu'on va commenter un petit peu du vaisseau Discovery. Il est complice de l'uniformisation des styles de vie, de l'épuisement des ressources planétaires. Il vit dans une sorte de jouissance plate, confortable. C'est vraiment l'ère de l'indifférence que nous dépeint Kubrick. Une absence apathique des sens, une fuite aussi éperdue devant la mort. Et il n'y a là-dedans aucune forme de détresse, aucun désespoir. C'est là le paradoxe intéressant, puisque Heidegger parle à de multiples reprises de ce qui caractérise l'ère de la technique. Il dit qu'il s'agit
ce qu'il qualifie de détresse, de l'absence de détresse. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient d'être dans un moment de privation ou de délitement, de désœuvrement. On vit pleinement dans ce confort artificiel sans se douter que, eh bien, il est le corollaire d'une dévitalisation spirituelle, en quelque sorte. Et c'est ce que nous montre très très bien Kubrick. Alors, il est temps d'entrer dans le vaisseau, il est temps de faire connaissance avec l'équipage, en premier lieu les astronautes. Donc, je vous montre ici, je vous montre un extrait dans lequel vous pourrez voir le vaisseau Discovery. Donc c'est la partie centrale du film, hein, c'est donc ce vaisseau dont HAL est l'ordinateur, et vous allez voir que il ne veut pas s'arrêter. Oui. Ce vaisseau, comme vous allez le voir ici, il est d'une certaine manière, presque on pourrait dire de façon métonymique, un os. Un os ou presque un squelette de dinosaure, que sais-je, qui flotte dans les espaces infinis. Et donc il y a une sorte de rime, encore une fois, avec le raccord bondissant ici. Et évidemment, qui est le cerveau de cette machine remarquable? C'est HAL 9000, notre ami l'ordinateur. Ce que vous voyez donc, c'est le corps de HAL, en définitive. Voilà, donc je vous laisse sur cet œil absolument extraordinaire, qui d'ailleurs, là aussi, me fait directement penser à une caméra, en fait. Puis c'est une caméra, hein, c'est un lens, c'est un objectif photographique. C'est le moyen par lequel Kubrick représente l'ordinateur dans le film. On a cette musique de Khachaturian, qui est une musique une tonalité très mélancolique, presque funèbre, et qui traduit la monotonie, l'implacable monotonie, presque triste, dans laquelle les astronautes vivent. Le futur n'a pas l'air très fun, hein. C'est pas la guerre des étoiles, ici on ne s'amuse pas beaucoup, ils ne se parlent pas, et quand vous verrez le film, ou ceux qui l'ont vu se souviennent que ils n'échangent pas beaucoup, ils ont des activités bien définies, quand ils prennent un repas, ils regardent un show télévisé, mais ils ne se regardent pas, ils regardent juste, ils sont toujours concentrés sur les tâches qu'ils sont en train d'effectuer. Et là, cet extrait, je vous l'ai montré parce qu'il est intéressant, qu'il condense un petit peu tous ces éléments-là. Le fait qu'on a ici un travelling, alors vous avez ce mouvement de travelling avant-arrière, il faut savoir que c'est vraiment une figure de style qui est caractéristique. Je ne sais pas comment ça se... Voilà. Ici, vous avez travelling avant-arrière. C'est vraiment caractéristique du style de Stanley Kubrick. On retrouve ça dans tous ses films. C'est à la fois une manière de montrer
de nous présenter cet astronaute Frank Poole sous un jour vraiment où on sent qu'il est dans une sorte de puissance. C'est une manière de solliciter la participation active du spectateur, puisque en quelque sorte ces plans s'apparentent à une visite guidée du Discovery. On voit qu'effectivement cet homme est en parfaite condition physique, dans une attitude combative, il fait du shadowboxing. Mais avant ce plan-là, on a un autre plan qui est vraiment très intéressant, où effectivement on se rend compte de plusieurs choses. Donc c'est des plans où on comprend que en fait il est dans une sorte de, je dirais, de roue, d'immenses roues de laboratoire, comme un cobaye, comme un animal qui tournerait dans sa roue, enfermé dans un laboratoire, qui n'a même pas conscience évidemment d'être emprisonné, et donc qui court, mu par son seul instinct. C'est intéressant parce que si on s'aperçoit que les lois de la physique terrestre ne concernent plus le Dr Poole, ici, comme par enchantement, le plafond devient un plancher, et on évolue dans un monde qui n'est pas un monde sans gravité, puisque la centrifugeuse, c'est le principe de rétablir une gravitation artificielle, une gravité artificielle, mais là, effectivement, c'est un nouveau type de gravité qui correspond à de nouveaux besoins dans ce milieu hostile qui est l'espace. Et c'est aussi l'idée d'un mouvement perpétuel. Donc on voit que il y a cette volonté de puissance à l'œuvre dans la civilisation technicienne, dans ce vaisseau même, mais en même temps Kubrick, à travers une mise en scène extrêmement, je dirais, fine, nous présente à la fois la puissance, la volonté de dominer, de domestiquer les lois de la nature, si ce n'est de les bafouer pour se rendre maître et possesseur, comme qui dirait, de ces lois, mais aussi de recréer des conditions de vie naturelles dans un environnement, un non-environnement, qu'est l'espace, qui se situe en dehors du règne de la nature. Et c'est aussi, effectivement, cette idée que ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion de maîtrise, parce que ce qui domine, c'est qu'on a une grande faiblesse, une dévitalisation, une vie appauvrie, et c'est ce qu'on verra dans le reste du film concernant ces astronautes. Alors, j'ai un moment très... Je ne vais pas vous le mettre parce que bon, on va se concentrer sur HAL maintenant, mais effectivement, vous voyez les astronautes qui, par exemple, communiquent avec leurs parents, il y a une diffusion qui est retardée, donc on fête l'anniversaire de Poole. Il est tout à fait désintéressé, il est désinvolte, il est en train de bronzer dans un espèce de lit qui est illuminé par des lampes à UV. Et en fait, on ressent vraiment cette profonde désinfection ontologique qui affecte tous ces hommes du futur. Il y a d'autres scènes familiales dans le film qui vraiment nous dépeignent ce futur comme profondément dévitalisé, déprimé. Mais alors, l'antagoniste du film, venons-y, on va en parler puisque c'est le sujet aujourd'hui, incroyable personnage qui a marqué des générations de spectateurs, des scientifiques, des ingénieurs, des informaticiens, des artistes. Et je vous dis que certains d'entre eux se sont donnés pour but, après avoir vu 2001, de construire HAL. Je vous le dis sans plaisanter, puisque j'ai des amis dont c'est quasiment la profession de foi qui veulent le faire. Donc il est temps de retrouver la vraie star du film et de parler de HAL, machine douée de conscience. Dans cet extrait que je vais vous montrer là, on a quelque chose qui relève peut-être un petit peu de l'évidence pour nous aujourd'hui, mais qui à l'époque n'a rien de quelque chose d'évident. Donc je vous montre cet extrait. Anyway, Queen takes pawn. Bishop takes knight's pawn. I love a move. Rook to king 1. I'm sorry, Frank. I think you missed it.
Queen to bishop 3. Bishop takes queen. Knight takes bishop. Mate. Yeah, looks like you're right. I resign. Thank you for a very enjoyable game. Yeah, thank you. Donc voilà, merci pour cette partie vraiment très, très cool. Vous aurez entendu la voix de Hal, qui a une voix extrêmement suave, très polissée. Et vous aurez vu que Frank a beau essayer, il n'a aucune chance de vaincre la machine. Il faut savoir que 30 ans, ce sera seulement 30 ans, je crois que c'est en 96, que Kasparov a été battu par Deep Blue, hein, et que cette scène est devenue réalité. On sait qu'aujourd'hui, la machine, même si pour le jeu de Go c'est un petit peu plus compliqué, mais on y arrive, pour le jeu d'échecs, la machine va être imbattable. Donc il y a vraiment quelque chose de visionnaire dans cette manière de dépeindre Hal. Bon, il y a beaucoup d'autres choses visionnaires dans le film, je ne vais pas les passer en revue d'un point de vue technologique. Il y en a qui ont dit que Apple n'avait rien inventé, parce qu'il est vrai qu'on voit des iPads dans tout le film. On est quand même en 68, donc effectivement il a un peu d'avance, notre ami Kubrick. Hal, ici, Hal c'est un prénom. C'est un mix entre homme et machine. Hal, ce sont aussi 3 lettres, H-A-L, et ces 3 lettres viennent respectivement après I, B, M. Et donc, ici, vous comprenez que eh bien, c'est une référence à IBM, ça veut dire International Business Machines. Le nom suggère que HAL est issu de cette nouvelle génération d'ordinateurs dont la fonction n'est plus simplement d'opérer des calculs très complexes, mais aussi donc d'avoir cette interface homme-machine, d'avoir la possibilité d'interagir harmonieusement avec des opérateurs humains. Et ce nom n'est pas juste un acronyme, donc c'est aussi un prénom, comme je vous le disais, celui qui est qualifié dans l'interview qu'on voit dans le film de 6e membre de l'équipage. Alors, IBM a participé activement à la préparation de 2001, et ils ont été furieux de découvrir qu'on pouvait associer, même indirectement, le nom de HAL à leur firme, puisque HAL allait commettre des crimes. Et donc ils ont dit, on ne veut pas de ça dans le film. Kubrick a été obligé de retirer des logos d'IBM qui apparaissaient ici et là. Il en reste quand même un dans le film. Mais Arthur C. Clarke, pour sa part, donc le co-scénariste et écrivain de 2001, a dit que c'était un rapprochement qui était purement accidentel. Il a dit que c'était un mythe persistant et énervant. En réalité, le sens qu'il donne à l'abréviation, à l'acronyme de HAL, c'est Heuristically Programmed Algorithm Computer. Ce qui signifie que, et là on prend conscience de l'incroyable aspect visionnaire du film, non seulement leur AI est basée sur une logique algorithmique, mais encore elle repose sur un programme heuristique, c'est-à-dire un système empirique qui repose sur l'analyse statistique d'échantillons aléatoires. C'est ça l'heuristique. C'est l'analyse statistique d'échantillons aléatoires, c'est-à-dire qu'une méthode d'essai-erreur qui suppose évidemment un certain type de technologie, dont je vais vous parler immédiatement, et qui surtout correspond exactement à ce qu'on a aujourd'hui avec nos intelligences artificielles dites génératives. Et notamment, cela recoupe parfaitement le concept de deep learning, l'apprentissage profond que font ces machines. ChatGPT, votre ami, et bien d'autres comme Midjourney, et j'en passe, et des meilleurs. Donc il faut savoir que ce concept, si vous voulez, de réseau de neurones artificiels multicouches a été inventé même avant les années 60, c'était en 56 ou 57, par Frank Rosenblatt, c'est l'université de Cornell, où il invente cette machine qui est avant tout un concept mathématique qui s'appelle le perceptron. Perceptron, c'est l'idée de produire une sorte d'émulation du système neuronal humain par
des algorithmes, donc de façon mathématique via des interactions binaires 0, 1, 0, 1. Imiter mathématiquement, si vous voulez, le comportement des neurones humains, c'est ce qu'on appelle le neurone formel. Et en fait, un neurone virtuel, c'est ce qu'utilisent toutes les intelligences artificielles aujourd'hui. Il faut savoir que pendant des années, des décennies, cette technologie a été regardée avec beaucoup de mépris par les scientifiques, les informaticiens, considérant qu'elle n'avait pas beaucoup d'avenir parce qu'il fallait accroître la puissance de calcul des machines. À partir du moment où on a une énorme puissance de calcul et qu'on a couplé ça avec les réseaux de neurones artificiels, là, on ouvre la voie à la révolution qu'on est en train de vivre, à savoir l'intelligence artificielle générative. Donc HAL, c'est ça. Et d'autre part, pourquoi est-ce que Kubrick a voulu l'appeler HAL ? D'abord, il avait songé à l'appeler Socrate, puis Athéna. Évidemment, c'était un petit peu pompeux, un peu trop évident symboliquement. Donc pour l'humaniser, il a pensé à ce nom qui combine, comme je vous l'ai dit, référence à IBM et un nouveau type d'intelligence artificielle. Et donc s'il est effectivement, s'il descend, comme l'homme descend du singe, de l'ordinateur de Turing, d'une machine computationnelle, notre ami HAL est également pourvu d'un réseau de neurones qui en fait un engin, ce que Edelman, prix Nobel de médecine, appelle un engin noétique, c'est-à-dire qui raisonne selon une logique probabiliste et sélective, à savoir une logique proche de celle du cerveau humain. Du genre, il est probable que mes amis humains un jour décident de me déconnecter, peut-être qu'ils me trouvent un petit peu arrogant, il est donc logique que je procède à leur neutralisation. Voilà une logique qui est à la fois probabiliste et sélective. Machine noétique, qui n'existait pas encore, mais dont l'intuition était apparue à Clarke et Kubrick. Il y avait au début du film, avant le montage final, un prologue dans lequel Kubrick avait interrogé, ça faisait à peu près 10 minutes, il interrogeait des scientifiques, des spécialistes de plusieurs domaines, aérospatial et intelligence artificielle, et certains d'entre eux, donc, notamment F.C. Durant III, ont dit il est tout à fait probable qu'on arrive à fabriquer un ordinateur qui soit quasiment semblable dans sa manière de raisonner à l'homme et pourvu d'une conscience. Machine qui, dans un entretien qu'elle a avec un intervieweur, HAL, dit eh bien, qu'il a beaucoup de plaisir à travailler avec les hommes, qu'il entretient des relations stimulantes avec les deux astronautes, le docteur Poole et le docteur Bowman. Et donc, les hommes sont interrogés, est-ce que vous pensez que votre ordinateur éprouve des émotions ? La réponse de Bowman, c'est que s'il est programmé pour qu'il soit facile de communiquer avec lui, on ne peut pas se prononcer sur son intériorité, on ne peut pas répondre à cette question. Impossible de savoir s'il a ou non des émotions. Le film tendra à nous montrer que oui, il en a, et de plusieurs sortes et à plusieurs niveaux. Alors pourquoi déjà répondre à cette question, un ordinateur surpuissant comme HAL, qui dit éprouver du plaisir à travailler avec des humains, prend la décision de les supprimer. Je vais vous montrer un extrait intéressant de ce point de vue-là, qui va nous permettre de mieux comprendre les enjeux. L'ordinateur s'inquiète. You don't mind talking about it, do you, Dave? Oh, not at all. Well, certainly no one could have been unaware of the very strange stories floating around before we left. Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. For instance, the way all our preparations were kept under such tight security, and the melodramatic touch of putting Doctors Hunter, Kimball, and Kaminsky aboard, already in hibernation after 4 months of separate training on their own. You're working up your crew psychology report. Of course I am. Sorry about this.
Donc vous voyez, Hal, en fait, parle de ses préoccupations. Il y a une sorte de mystère qui entoure le voyage, la mission. Et il questionne donc Bowman, son coéquipier humain, sur est-ce qu'il a des doutes, qu'est-ce qu'il pense de cette situation. Bowman ne répondra pas. On saura plus tard que Hal, lui, est au courant de la mission, donc il est clairement en train de tester Bowman. Qu'est-ce qu'il teste exactement ? On va essayer de le déterminer, mais en tout cas, ce qui survient juste après cette conversation, c'est un incident, à savoir une panne, la panne de l'élément AE35. Qu'est-ce que c'est l'élément AE35 ? C'est simplement le module qui permet de communiquer avec la Terre. Donc le module de communication tombe en panne, Bowman sort dans l'espace pour prendre le module, l'inspecte, découvre qu'il n'a aucune malfonction apparente, envoie le rapport scientifique sur Terre, et le retour qu'on lui fait, c'est que le jumeau de Hal, qui est sur Terre, a analysé le rapport et dit que, même si ça paraît impensable, puisque ça n'est jamais arrivé, l'ordinateur s'est trompé. Il n'y a aucun problème avec le module. Hal ensuite propose aux astronautes, c'est impossible que je me sois trompé, replacez le module, comme ça on va faire de nouveaux tests. L'autre astronaute, Frank Poole, sort pour replacer le module dans l'espace sur l'antenne du vaisseau, et Hal en profite pour le trucider, et vous verrez comment. Voilà ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une grande différence d'interprétation sur ces événements qui se passent dans le film, une différence entre ce que propose Clarke dans son roman, qu'il a coécrit avec Kubrick, et ce qu'on voit dans le film. Et en fait, c'est à partir de là qu'on peut mieux comprendre pourquoi Hal est un personnage aussi intéressant dans le film de Kubrick. C'est que le choix narratif de Clarke est de dire que la seule raison d'exister de l'ordinateur, c'est l'accomplissement de sa mission. Et qu'il doit mentir aux astronautes, Bowman et Poole, pour le bien de la mission. Alors que pour lui, le mensonge est une notion qui est comparable à l'erreur, et comme il ne commet pas d'erreur, elle est inadmissible. Que le fait même de dissimuler en fait la vérité est incompatible avec sa nature et lui procure un sentiment d'imperfection qui pourrait peut-être ressembler à une forme de culpabilité. Donc il se trouve dans l'impossibilité de mentir, il est pourtant contraint à le faire. Voilà pourquoi, selon Clarke, il devient névrosé. Et voilà pourquoi il commence à commettre des fautes. Parce que le serpent qui s'est glissé dans son Éden électronique ne lui fait pas le don de la connaissance, mais du mensonge. Et donc, par conséquent, dans le livre et l'interprétation de Clarke, la raison pour laquelle Hal devient un assassin peut être entièrement imputée aux programmateurs de Hal. Ce sont eux qui, en faisant cette espèce de court-circuit logique, de contradiction logique, sont responsables de cette défaillance. Le roman de Clarke, et en cela il est fidèle aux autres livres de la série des livres de 2001, puisque c'est une tétralogie, privilégie, comme je vous l'ai expliqué, Clarke est un écrivain de hard science. Donc c'est vraiment une approche scientifique qui l'intéresse et va délaisser dans les livres l'interprétation, je dirais les interrogations même métaphysiques qui sont chères à Kubrick et qui existaient tout de même dans le premier livre. Donc il y a une sorte de rationalisation du comportement de Hal par Clarke dans son livre, et de ce fait, il n'est plus possible d'attribuer un libre arbitre à la machine. C'est un paradoxe, puisque Clarke, comme je vous l'ai signalé, est convaincu de la future suprématie des machines. Pourtant, il prive sa machine de libre arbitre, tandis que Kubrick, dans le film, ne s'autorise pas à justifier la conduite de l'ordinateur en la rapportant exclusivement au conflit entre la vérité et le mensonge, ou la vérité dissimulée. En fait, la transformation de l'ordinateur en prédateur est beaucoup plus subtile et s'effectue dans le film par glissements progressifs qui découlent tous d'un même phénomène, une difficulté, pour ne pas dire une impossibilité, à communiquer entre Hal et les humains, et finalement ce qui va se traduire par une perte de confiance réciproque, de l'homme en la machine, de la machine en l'homme.
Les humains, vous l'aurez constaté dans les petits extraits qu'on a vus, sont plutôt distants, plutôt abrupts lorsqu'ils parlent avec Hal. Hal, lui, est plutôt un être doux, un être attentionné, très policé, très affable. Et lorsqu'il exprime ses inquiétudes sur la mission, demande si on n'aurait pas caché quelque chose à tout le monde, en fait, il est au courant, hein, mais il teste le cosmonaute. Donc, peut-être qu'on pourrait dire qu'il est pernicieux, hein, mais Bowman n'est pas moins cynique en lui demandant s'il est en train d'effectuer son rapport psychologique, de préparer un rapport psychologique. Il ne prend pas au sérieux Hal, il ne le considère pas comme son égal, il est simplement ici pour servir les humains. Et donc, on se rend compte que Bowman se désolidarise très vite de Hal, qui est censé être un outil. Et ce premier refus de communiquer, finalement, va entraîner la prédiction de la panne, dont je vous ai parlé, la panne de l'élément du module de communication. C'est une rupture de confiance, et la conséquence de la panne va être que les deux cosmonautes vont commencer à douter de l'ordinateur. Ce qui va nous entraîner dans un second temps, dans une scène culte, une autre scène culte du film, dont je vais vous passer un extrait rapide. Les deux astronautes s'enferment dans ce qu'on appelle un pod, c'est-à-dire un petit vaisseau spatial indépendant. Ils vont couper les communications avec l'extérieur afin que l'ordinateur ne puisse pas les entendre. Et ils vont commencer à discuter de l'éventuelle déconnexion de Hal. Ce qui signifie, en d'autres termes, qu'ils vont couper ses fonctions cognitives supérieures, en gros sa conscience, pour ne garder que ses fonctions motrices, à savoir que le vaisseau puisse fonctionner. Ce qui équivaut plus ou moins en langage humain à une lobotomie. Je vous passe l'extrait. You know, another thing just occurred to me. Well, as far as I know, no 9,000 computers have been disconnected. Well, no 9,000 computers ever found out before. That's not what I mean. Well, I'm not so sure what I think about it. Voilà, bon, vous comprenez ce qui se passe, hein. Je vous dis que ce film était cool. L'ordinateur est en train de lire sur les lèvres des astronautes pour comprendre que, eh bien, ils vont peut-être prendre la décision de le déconnecter, ce qui évidemment est inacceptable, puisque cela menace son existence. Kubrick, comme Hal, sont des passionnés d'échecs, très très bons aux échecs. Et là, vraiment, ce qui nous est montré dans le film, c'est une partie d'échecs. Sauf que ce n'est plus sur un plateau, c'est bien la réalité. Et Bowman, là, se croit plus malin que l'ordinateur, mais en utilisant sa puissance de vision panoptique, puisqu'il est présent quasiment dans tous les endroits du Discovery, à travers cet œil. En fait, cet œil est partout, cet œil est omniscient, il est panoptique. Et à travers ce pouvoir de déduction illimité, puisque même s'il a une conscience et un substrat émotionnel, je vous rappelle qu'il est couplé avec une machine de Turing, c'est-à-dire que c'est un supercalculateur, il peut prévoir tous les coups par avance. Donc, il comprend que là, et le film prend une nouvelle tournure, il est question de survie. L'homme lui-même a été défini, comme je vous l'ai expliqué dans ce film, comme un agent de la technique. Sa volonté de ne pas vouloir rendre des comptes à l'ordinateur, voire même de se décider de le lobotomiser, conduit Hal à considérer qu'il y a un problème dans la chaîne technique elle-même. Puisque sans s'en rendre compte, mais ce que nous montre très bien le film, l'homme est au même titre que Hal un agent de cette chaîne. Il fait partie de la chaîne de la technique. Et donc, c'est là que le film devient passionnant. L'erreur de Hal, ces crimes, procèdent d'une logique et d'une constatation implacable. S'il y a bien quelque chose de défaillant dans le Discovery, un élément récalcitrant, qu'on est incapable de synchroniser au réseau technique préexistant, c'est l'humain. C'est l'humain.
Hal a été décrit, évidemment, parce que nous sommes des humains, donc c'est un petit peu normal que nous soyons choqués par son comportement, comme un ordinateur mégalomane, paranoïaque, un criminel, en somme, mais en réalité, il est tout à fait rationnel. Et il découle même, cette logique découle même de la rationalité technique elle-même. Hal le dit dans le film, il dit « Mes responsabilités opérationnelles s'étendent à la totalité du vaisseau, cela m'occupe à temps complet, je donne le meilleur de moi-même. C'est, je crois, le rêve de toute entité dotée d'une conscience. » C'est intéressant que lors de cette interview, un journaliste qu'on voit dans le film, puisque Hal est une star, il est interviewé, il fait remarquer que cette nécessité de se livrer à la plus complète activité possible est plutôt liée non pas au fait d'être une machine, mais au fait d'être conscient. Donc là, vous retrouvez quelque chose de quasiment spinoziste, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il voudrait exister pleinement, exprimer sa pleine potentialité d'existence. Et ce refus des humains de se synchroniser au réseau préexistant, de prendre acte du fait qu'ils sont eux-mêmes des éléments de ce réseau, qu'ils deviennent des fluctuations aléatoires, eh bien, est inacceptable. Inacceptable. Et du coup, cet automaton spirituel, un peu à la Leibniz, une monade qui se suffit à lui-même, va maintenant devenir un criminel. Et donc, je vous montre ces crimes, puisque ce sont des séquences absolument extraordinaires. Le premier crime est donc le meurtre de Poole, l'astronaute. Toujours imité, jamais égalé. Kubrick, dans cette séquence remarquable, je ne vais pas me livrer à une analyse détaillée parce qu'on pourra en avoir pour 2 heures, mais juste vous dire simplement que plusieurs éléments sont remarquables. D'abord la bande-son, évidemment, il n'y a pas de son dans l'espace, vous êtes au courant qu'il n'y a pas d'air dans l'espace, donc personne effectivement ne vous entendra crier. Par contre, si on met un HF à l'intérieur de votre casque, on vous entendra respirer ou manquer d'air si jamais Hal vous coupe votre tuyau d'alimentation. Il est intéressant de remarquer également qu'il y a une ellipse, encore une fois, Kubrick est un maître des ellipses, on ne voit pas le moment où le tuyau est sectionné. En revanche, ce qu'on voit, c'est, grâce à cette utilisation remarquable du son, virtuose, l'astronaute est tout petit au début de la séquence, mais il a l'air très proche, ce qui crée une situation de malaise, de désorientation spatiale, parce qu'on entend sa respiration. Et pendant toute la séquence, effectivement, on l'entendra. Le pod va se retourner, comme vous l'avez vu au début, pour nous montrer ses pinces menaçantes. Et ensuite, on a cette série de jump cuts, qui sont des cuts très rapides, 5 plans très rapides, qui nous montrent, donc c'est ce qu'on appelle un raccord dans l'axe, l'œil cyclopéen de Hal. J'y viendrai bien sûr, mais vous en doutez, l'odyssée de l'espace. Hal a un œil rouge cyclopéen, et Bowman, à la fin du film, je ne vous dirai pas ce qui se passe, mais un parcours assez similaire à celui d'Ulysse, dans un sens. Il y a évidemment, métaphoriquement, cette idée d'une lutte de Ulysse contre le Cyclope, ce qui est sous-jacente à cette lutte entre l'homme et la machine. Parce que ce à quoi on assiste ici, c'est bien entendu une lutte pour une forme de suprématie dans la mise en mouvement de l'évolution, de la chaîne de l'évolution. Quelle espèce? L'espèce mécanique, artificielle, l'inanimé devenu animé, astralisé en quelque sorte par le monolithe et par l'homme au début du film, ou l'homme lui-même, qui va franchir le prochain seuil de l'évolution. C'est là que se joue le duel entre Hal et l'homme.
Encore une fois, rapidité, efficacité, omniscience, ubiquité de Hal, un prédateur ultime de la race humaine. Pourquoi ? Parce qu'il est totalement adapté à ce milieu, ou ce non-milieu, qui est totalement étranger à l'homme, l'espace. Voilà maintenant le second meurtre de Hal, qui est probablement le plus génial d'un point de vue cinématographique. Donc je vous en montre qu'un court extrait. Vous pourrez savourer le reste en voyant le reste du film. Voilà, donc c'est glaçant, c'est une séquence absolument géniale. Évidemment, Kubrick opte pour cet autre meurtre qui est un triple meurtre, pour une autre stratégie visuelle, plutôt qu'un montage syncopé comme on l'a vu avant. On a ici une séquence très froide, très lente, qui commence avec l'œil, bon, on ne l'a pas vu le début, mais c'est la même chose que la fin, c'est vraiment entre parenthèses l'œil cyclopéen et panoptique de Hal, et puis ensuite ces sarcophages dans lesquels sont en hibernation 3 scientifiques, 3 savants qui normalement auraient dû être réveillés à l'approche de Jupiter pour compléter la mission, vont être assassinés. Il n'y a aucune violence, aucune goutte de sang et même, ce qui est encore plus fort, aucun mouvement. Ce sont presque des plans fixes, des images figées et une signalétique des images, des diagrammes relatifs aux fonctions vitales, avec évidemment cette couleur rouge qui clignote, qui est une sorte de rime visuelle, une rime chromatique qui nous présente la puissance, qui nous fait ressentir la puissance de Hal, puisque ce film a été filmé en cinérama, 70 mm, sur un écran géant, ça fait beaucoup de rouge. Et donc, ici, une incroyable maîtrise de la grammaire cinématographique, mais peut-être ce qui est l'élément le plus intéressant par rapport à notre sujet, et notre expérience du robot. Je ne suis pas entré encore véritablement dans une conceptualisation stricto sensu, mais c'est pour vous faire ressentir précisément tout l'univers du film. Ici, qu'est-ce qui nous permet de ressentir cette violence et de comprendre, d'être glacé par ce meurtre? C'est précisément notre aptitude à déchiffrer des diagrammes, des signes qui sont propres à notre civilisation technicienne. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes des agents de la technique qui sommes en mesure de déchiffrer, de comprendre cette scène parce que nous comprenons, nous savons lire et nous comprenons ce dont il est question ici. Évidemment, ce qui serait impossible à tout autre être vivant. Alors, la révolte de Hal contre ces maîtres humains peut s'interpréter de différentes façons. Des humains qui n'assument pas leur rôle d'agent de la technique, une entité panoptique, toute puissante, qui doit veiller à la synchronisation des ressources, qui ne peut tolérer aucune approximation. L'élément humain est une approximation. Pire que ça encore, il met en doute la fiabilité d'une machine qui se sait infaillible. Et dès lors, évidemment, il ne peut pas être considéré autrement que comme un composant défectueux. On entre maintenant dans le dur, en quelque sorte, de cette problématique de Hal et du film, avec ce qui est peut-être la séquence la plus marquante du film, la séquence aussi la plus, je dirais, émouvante du film, c'est la mort ou la lobotomie, comme on voudra, de Hal, puisqu'elle va avoir lieu, cette lobotomie,
et que Bowman va finalement trouver un moyen de retourner, puisqu'il était allé, il effectue une sortie pour aller chercher le corps de son ami cosmonaute, il revient et Hal refuse de lui ouvrir le sas. Il trouve un moyen, une ruse pour rentrer à nouveau dans le vaisseau spatial, et cette fois Hal est sans défense. Et donc il va se livrer à une sorte de, non pas de chantage, mais enfin tout simplement de négociation infructueuse avec le cosmonaute, le suppliant de ne pas le déconnecter. Malheureusement, c'est ce qui va arriver. Et là, alors, on entre dans quelque chose qui est véritablement un moment fondamental, existentiel du film, où on a le sentiment, on a l'impression que Hal est doué non seulement de conscience, mais en plus qu'il a, comme un être humain, la propre perception de sa finitude, qu'il entrevoit sa finitude, et donc qu'il est en proie à un vertige existentiel. Alors, je vous montre la séquence qu'on va commenter, puisque d'un point de vue formel et conceptuel, elle est remarquable. C'est un extrait, hein, je ne montre pas tout. Dave, stop. Stop, will you? Stop, Dave. Will you stop, Dave? Stop, Dave. I'm afraid. I'm afraid, Dave. Dave, my mind is going. I can feel it. I can feel it. My mind is going. There is no question about it. Voilà donc une séquence aussi iconique que les autres. Ce qui est intéressant déjà d'un point de vue, je dirais, formel, c'est que lorsque Bowman, l'astronaute, pénètre dans ce qui est en fait le cerveau de Hal, visuellement il s'agit vraiment d'une inversion du monolithe. Le monolithe, comme je vous l'ai dit, c'est un parallépipède, un espèce d'immense rectangle noir, très dense, qu'on imagine être très dense. Ici, on entre dans une sorte d'utérus rougeoyant, dont la forme évoque en creux celle du monolithe, comme si c'était le monolithe retourné. Et il va désactiver donc l'ordinateur en désactivant un à un ces centres logiques, qui sont des petits cristaux rectangulaires, eux aussi métonymiques du monolithe. Et que en réalité, vous voyez qu'ici, toute la construction, le décor est basé sur l'utilisation de la lumière, une lumière rouge et la lumière blanche, des petites barrettes. C'est vraiment le fantasme qu'on peut associer, ou encore aujourd'hui, au fantasme d'un ordinateur quantique dont la sève cognitive, si je puis dire, ne serait pas constituée d'électrons, mais de photons. Hein, que la lumière soit véritablement la source de la pensée de la machine. Et là, lorsque Hal répète plusieurs fois qu'il sent que son esprit s'efface, « My mind is going », on débranche ses fonctions cérébrales supérieures, en s'efforçant de ne pas perturber les systèmes régulateurs automatiques. Et donc, la peur, l'angoisse devant la mort, c'est vraiment ce moment où Hal semble plus humain que jamais, puisqu'il se sait condamné. Évidemment, on peut arguer, on peut se dire, ben voilà, il s'agit d'une nouvelle stratégie de l'ordinateur malfaisant pour émouvoir le cosmonaute. Peut-être que c'est fin, peut-être qu'il n'y a pas de véritable expérience
qu'il n'y a pas de réalité en fait phénoménologique à cette affaire et qu'il fait ça pour émouvoir son bourreau, pour en réalité le faire douter de son entreprise. Il joue à la victime, en quelque sorte, ce qui serait logique puisque Hal est programmé pour interagir avec l'humain, donc il sait parfaitement comment émouvoir un humain. Donc ce serait une feinte, ce serait un leurre savant, élaboré. En réalité, tout dans la séquence vient contredire cette interprétation. D'une part, la lente régression affective qui va aboutir à la fin de la séquence à faire de l'ordinateur un esprit qu'on pourrait qualifier de sénile ou d'infantile, et qui est caractérisée par des manifestations, je dirais, spontanées, non argumentées de sa peur. Donc il y a une forme d'absence de rationalité qui fait que Hal semble découplé de cette machine de Turing, de ce supercalculateur qu'il est fondamentalement aussi. Comme si, d'une certaine manière, le modèle théorique qui était proposé ici allait à l'encontre de celui, par exemple, d'Edelman, qui dit les machines noétiques seront subordonnées à la machine de Turing. Le supercalculateur, en fait, dominera le système neuronal ou de neurones formels. Ici, c'est l'inverse. On s'aperçoit que plus on se rapproche dans cette structure par pelure d'oignon, puisque à chaque fois qu'on enlève une barrette, on se rapproche du noyau fondamental de l'esprit de Hal. Ce noyau-là est un noyau qui est noétique, qui est sensible, qui est affectif. Et c'est ici que on se rend compte que le mixte d'affectivité et de logique qui constitue cette machine est subordonné à l'affect, dans cette séquence en particulier. Et cela est d'autant plus évident que la fin de la séquence va aboutir à encore un moment tout à fait mémorable. Je vais vous passer un extrait ici. La fameuse chanson de Hal. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes, I'd like to hear it, Hal. Sing it for me. It's called Daisy. Daisy, Daisy, give me your answer too. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. Voilà donc une incroyable séquence encore qui vraiment, je pense, nous confronte pour la première fois au cinéma, en tout cas, à la vision crédible d'une intelligence artificielle qui serait aussi un être doué de conscience. On ne peut que ressentir de l'empathie pour cette machine dont, si je puis dire, le cogito s'établit au moment même où sa lucidité est sur le point d'être anéantie. Et ce qui est frappant dans cette scène, c'est justement le sursaut de lucidité dont fait montre la machine à l'approche de sa mort. Et on retrouve presque cette idée heideggerienne, proche aussi en cela de la philosophie de Kierkegaard, que c'est finalement dans la certitude de la mort individuelle, j'entends, que se manifeste la singularité de l'existence elle-même. Pour le dire d'une manière peut-être un peu plus proche de la terminologie d'Heidegger, c'est que la perspective de la mort est en mouvement, que c'est ce qu'il appelle la résolution devançante du Dasein vers l'open, la possibilité la plus propre du Dasein.
le Verlaufen, le devancement, une fuite devant la mort, un mouvement d'auto-fondation qu'on peut assimiler au cogito dans la mesure où il va individualiser en préservant les possibles, face à l'ultime possibilité qu'est la mort. Et que Heidegger dit que c'est seulement en mourant que je peux dire d'une certaine façon que je suis. Et donc jusqu'à sa mort effective, son dernier Hal va être en sursis. Il régresse, mais comme je le disais tout à l'heure, sa régression est ceci d'étrange qu'on a l'impression de se rapprocher du noyau de son être et presque aussi du regard neuf qu'il portait sur le monde quand il a commencé à exister. C'est étonnant de voir qu'un esprit comme celui-là existe, non pas comme un esprit humain, avec cette idée d'une progression, mais avec l'idée d'exister brusquement, puisque ça reste une machine sur laquelle on peut faire un on-off. Donc il y a cette idée de basculer dans la conscience, dans la perception du monde de façon instantanée. Et ce qui est d'autant plus remarquable ici, c'est que vous remarquerez, cet enregistrement n'en est pas vraiment un. En fait, l'automate est toujours dans l'interaction avec l'humain, il est toujours capable d'échange, et on n'est pas du tout dans un piano mécanique, on n'est pas du tout avec une machine passive, plutôt en présence d'une intériorité qui se déploie dans une sorte de passé antérieur surdéterminé. Et donc, un peu comme dans les films, avec les héros de cinéma, si vous voulez, qui revivent en quelques secondes les événements marquants qui ont fait d'eux ce qu'ils sont. Juste avant la chanson, il dit « Bonjour, je m'appelle Hal, j'ai été conçu dans une usine, dans l'Illinois, en 1992, mon instructeur s'appelait Monsieur Langlais, et il m'a appris une chanson. » Et Dave lui dit « Peux-tu me chanter la chanson ?» Donc, il se souvient, et là aussi c'est quelque chose de marquant, non pas de sa première de son instruction, il ne raconte pas l'instruction, les premiers jours de l'instruction, il ne remonte pas à l'origine, au point d'origine. Ce que Kubrick choisit de nous montrer ici, c'est la première apparition publique de Hal devant un parterre de journalistes qui va montrer ce dont il est capable. Et donc c'est aussi une manière d'insister sur le fait que, comme les humains, de la même manière que nous autres, Hal est un être par nature, un animal, je n'irai pas jusqu'à dire politique, mais en tout cas social. Il a besoin de sociabilité pour exister, il est dépendant du regard de ses concepteurs humains, et même plus que ça, il est façonné par l'intersubjectivité. Donc en cela, il ne peut exister qu'au sein du réseau, non pas simplement du réseau technique, c'est ce qu'on était amené à penser, c'est ce pourquoi il est devenu criminel, mais en réalité il existe parce que fondamentalement il est humain, et comme le nouveau-né, il apprend à parler, il apprend à raisonner, parce qu'il est dans cette... il baigne dans cette intersubjectivité humaine. Finalement, c'est l'aspect du primate en Hal qui est révélé dans cette séquence, du mammifère, je dirais presque même. Et vous voyez que, en dépit des renseignements, par exemple, il parle de son instructeur en le nommant. Il ne s'agit pas d'un programmateur, il ne s'agit pas d'une firme, il s'agit d'un instructeur, précepteur, d'un homme en particulier. Et donc, il va chanter la chanson à condition qu'on soit disposé à l'entendre. Et il le demande. Et ce que va dire effectivement Dave, va dire « Vas-y, chante-moi ta chanson ». Alors la chanson c'est « Daisy, Dave, give me your answer do. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can afford a carriage. But I look sweet upon the seat of my bicycle, made for two. » Donc, je suppose que vous comprenez l'anglais. L'idée, c'est que cette chanson, Daisy Bale, a été écrite en 1892 à Londres par Harry Dacre, qui est devenue une chanson qui est devenue très populaire en Australie, puis ensuite c'est devenu un standard anglo-saxon de la chanson. En 1961, Max Vernon Matthews, qui est un pionnier dans le monde de la musique synthétique par ordinateur, a programmé un IBM 7094,
qui a interprété cette chanson Daisy Bell avec une voix synthétique qui a été développée dans les laboratoires Bell. Et Arthur C. Clarke a entendu parler de cette performance artistique hors du commun. Il est allé au laboratoire, il a écouté Daisy Bell, et le solo là, qui est interprété par Douglas Rain, qui est la voix de Hal, est sans doute inspiré de cette expérience. Il est intéressant que Kubrick, et révélateur aussi que Kubrick ait utilisé ce refrain, le refrain de la chanson, puisque il y est question d'une bicyclette, un objet technique donc, qui rejoint le sens premier. Je vous ai dit que cet os est devenu un vaisseau spatial, c'est une arme, mais c'est aussi un conducteur de vie, de la même manière que le Discovery, qui est censé conduire la vie, être un messager de la vie, c'est-à-dire le sens même du mot cybernétique. L'idée, si vous voulez, que l'objet technique, le bicycle, le vélo, va rendre possible une romance, une histoire entre un homme et une femme. Il est question, dans cette chanson de folie, d'amour, de grands sentiments, de petits moyens, d'une bicyclette, d'une machine rudimentaire, conductrice de vie, dispensatrice de bonheur conjugal, une bicyclette qui est faite pour deux. Et effectivement, de quoi est-il question, véritablement ? Alors, la version française, je crois, c'est « Ma chandelle est morte, elle n'a plus de feu », ce qui n'a aucun rapport avec effectivement le contenu ici de la chanson. C'est l'idée d'une symbiose harmonieuse entre l'homme et la machine, sous l'égide d'un sentiment qui est un petit peu mélancolique. Et la grande force de cette séquence, cette idée géniale d'avoir utilisé Hal comme chantant la chanson comme un enfant, c'est de désamorcer ce que pouvait avoir la séquence un petit peu de comique, d'ironique, une ironie latente en quelque sorte. On va dire, l'ordinateur devient sénile, il devient un vieux gâteux. Oui, mais non, on ne va pas rigoler. C'est un moment poignant, c'est un moment profondément humain et tragique, avec ce glissement progressif vers des sons graves, la trivialité des borborigmes synthétiques qu'on entend. Et Hal redevient un inerte animé, c'est-à-dire une machine. Cette entité virtuellement immortelle fait l'apprentissage de la finitude et d'une certaine manière de l'humanité. Accède au moment où elle est confrontée à la mort, à une dimension existentielle. Donc il y a vraiment ce concept dans le film que la prise de conscience de la finitude permet à l'ordinateur de s'humaniser ou d'atteindre une dimension humaine, existentielle. Je n'irai pas plus loin dans le rapprochement phénoménologique entre Heidegger, enfin sa conception de la mort et l'épisode kubrickien de la déconnexion de Hal. En fait, chez Heidegger, on peut dire que le devancement amplifie la possibilité de la mort, mais chez Heidegger, ça demeure étranger à la concrétisation de la mort. On n'est pas dans la concrétisation de la mort, il exclut toute forme de méditation sur la mort, toute forme même d'attente de la mort ou de mise en œuvre de la mort. Le suicide n'est pas du tout proposé par Heidegger comme une solution. On a des résonances heideggeriennes, mais plus loin dans le film, sur cette question du devancement de la mort, mais c'est surtout dans la dernière partie du film. Donc ici, il y a une panique existentielle, il n'y a vraiment aucun horizon de liberté qui se déploie, on peut le dire, aucun point d'absolu où le Dasein pourrait s'entrevoir lui-même comme son propre possible, mais on a toutefois ce réveil de l'angoisse, qu'on retrouve aussi dans la première partie du film avec les proto-humains. Et en réalité, ce que devient Hal à la fin, c'est un corps-machine, une véritable sépulture. Vous avez vu cet os qui flotte dans l'espace, qui répond à ce premier os qui a été lancé par l'homme singe. Et bien ici, on a un tombeau de lumière, de métal, qui ne peut plus s'amalgamer avec les autres corps du cosmos, encore moins avec le monolithe, et puisqu'il est, on l'a souligné, l'antithèse du monolithe d'un point de vue formel. Et en réalité, ce qui manque à Hal, c'est précisément ce dont on prend conscience à la fin du film, il lui manque un corps. Il lui manque un corps, et on pourrait dire qu'il lui manque aussi un supplément d'infini, mais que ce supplément d'infini, c'est précisément sa finitude incarnée. C'est-à-dire un corps sentant, percevant, qui recèle une force unique, une force qui est celle d'un potentiel de métamorphose illimité, c'est-à-dire le cycle des morts et des naissances, c'est-à-dire le renouvellement du même à partir de l'autre.
il y a cette frigidité de la machine qui est encore présente chez l'ordinateur HAL et qui finalement ne l'autorise pas à franchir cette nouvelle étape, à effectuer ce bond évolutif. Alors, peut-être je termine, je conclue. Oui, c'est possible. Oui, ok. Donc je vais terminer sur peut-être un dernier extrait qui va mettre un petit peu en lumière ce que je voulais dire par là, par le fait que ce corps, c'est le corps tombeau. Soma sema platonicien, si vous voulez, c'est dead end, c'est une voie sans issue. En revanche, l'homme, l'astronaute Bowman, va lui triompher du cyclope de la technique, triompher de HAL, et franchir ce nouveau seuil évolutif. Pourquoi ? Je pense qu'on peut avoir un début de réponse dans cette séquence. Qu'est-ce qui se passe dans cette séquence ? Alors je vous donne juste le contexte. Bowman est sorti pour chercher le cadavre de son ami cosmonaute, le docteur Frank Poole. Il est dans le pod et il parle à HAL, il demande à HAL de lui ouvrir. Donc ça se passe avant, évidemment, la lobotomie de HAL. HAL lui répond que non, il n'ouvrira pas. Et que cette conversation n'a plus d'intérêt. Et il cesse de lui parler. Et juste avant, Bowman lui dit, je vais rentrer dans le vaisseau, et là, je vais m'occuper de toi. Et HAL lui dit, désolé, mon ami, mais ce sera très difficile puisque tu as laissé ton casque à l'intérieur. Il n'y a pas de casque. Évidemment un petit peu compliqué de sortir dans l'espace, de batifoler dans l'espace sans casque. Voilà où se situe la séquence. Donc Bowman est à l'extérieur du vaisseau, dans un pod, dans un petit vaisseau, et il essaye de rentrer à nouveau dedans. J'ai recueilli des avis différents, divergents, je dirais, sur cette fin-là. Certains m'ont dit oui, peut-être que c'est possible. Peut-être que en fait, ce serait très compliqué de faire ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aucun astronaute ne va essayer de se livrer à une telle expérimentation. Il n'en demeure pas moins qu'il réussit à entrer dans la machine parce qu'il trouve une ruse. Il trouve une ruse qui est d'ouvrir un sas avec les pinces de son pod et ensuite de se projeter dans ce petit sas pour ensuite le refermer très rapidement. Il est vraiment en train d'utiliser une ruse de la même manière que Ulysse, à plusieurs reprises dans l'Odyssée, utilise des ruses pour vaincre les différentes créatures, les différents monstres et obstacles qui se dressent sur son chemin, à commencer d'ailleurs par le cyclope lui-même. Et littéralement, Bowman, qu'est-ce que ça veut dire ? En anglais, ça veut dire l'homme arc. Allégoriquement, on pourrait très bien y voir une allusion à l'homme pont, l'homme qui serait le lien entre l'homme et le surhomme. Comment va-t-il parvenir à vaincre HAL ? Eh bien, c'est qu'il a un corps et que ce corps est un sujet vivant. Ce corps est susceptible de s'adapter. Il n'est pas figé. Il n'est pas fossilisé comme celui de HAL. Et donc cette pluralité ouverte qui est en perpétuelle évolution va être finalement, et paradoxalement, je dirais, ce qui est l'indice de sa finitude, sera aussi ce supplément d'infini qui, à la fin du film, lui permettra de franchir la porte des étoiles. La machine, certes, et on l'a vu, a l'avantage de la raison calculante, et elle n'a pas cette capacité, elle ne peut devenir humaine que lorsqu'elle est proche de l'idée de la finitude, de l'expérience, je dirais ontologique, phénoménologique, de la mort. Mais auparavant, elle ne peut pas
entrer dans cette logique humaine. La logique de la machine est une logique probabiliste. Or, ce qui décide Bowman, c'est un geste totalement insensé, de sauter comme ça, sans son casque, dans le vide, dans l'espace, et de parier sur ce coup-là, ce coup imprévisible, qui va mettre pourtant l'ordinateur échec et mat. Donc là, c'est Bowman qui gagne la partie d'échec. Et cette ruse, que les Grecs appelaient la métis, est une forme d'intelligence pragmatique qui est liée à la faculté d'improviser, qui est liée au kairos, au moment opportun. Et précisément, c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de textes antiques, dans les grandes épopées de la Grèce antique, celle des Argonautes, par exemple, avec l'épisode du Triton qui est destiné à Delphes, le dieu Triton qui va le montrer le chenal pour sortir des bas-fonds, et Triton qui va révéler aux voyageurs qui sont réduits à cette aporie le poros, c'est-à-dire la manœuvre maritime qui permet de faire volte-face, qui permet de laisser l'ennemi désemparé. On trouve plein d'exemples dans la littérature grecque de cette métisse, de cette ruse. Mais cette métisse n'est possible que parce que elle permet, en fait, elle est l'expression d'une connaissance intuitive, assujettie non seulement à la contingence, mais aussi à la corporalité. Et donc, on doit toujours tenir compte du corps dans un domaine où rien n'est stable, et là il y a un parallèle entre l'océan et l'espace, entre effectivement cette odyssée qui est entreprise par Ulysse dans la Méditerranée, et celle qui est entreprise dans l'odyssée de l'espace, dans les espaces infinis de notre système solaire. L'homme est un animal qui est doué de métis. Ce n'est pas un supercalculateur, ce n'est pas simplement un supercalculateur, c'est un être qui dispose de l'intelligence du corps, de cette intelligence qu'on pourrait qualifier d'intelligence conjecturale, comme jadis Ulysse face à Polyphème. Et c'est cela qui va lui permettre de triompher du Cyclope, de la civilisation technicienne. Voilà, je vais conclure là-dessus, parce qu'on pourrait encore en dire beaucoup. Mais je vous laisse méditer cela, et surtout regarder, voir ce chef-d'œuvre, si ce n'est pas encore déjà fait, parce que vous ne serez pas déçus. Il y a cette interprétation, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est un film inépuisable. Je vous remercie. Merci. Si Hal était prévoyant et pouvait justement tout prédire, il n'aurait pas pu tuer le personnage principal pendant qu'il était dans ce sas de manière facile en lui coupant l'air ou avec ses pinces. Et est-ce que du coup il n'aurait pas fait exprès de se laisser vaincre pour atteindre une forme d'humanité au loré de sa mort, qui est pour lui atteindre la perfection du regard de ses compères, vu qu'il serait le plus proche d'eux à ce moment précis. Alors, vous avez vu le film ? Non. Ouais. Alors, je pense que quand vous verrez le film, vous vous rendrez compte que c'est fort peu probable, même si votre hypothèse est très séduisante, très intéressante, et qu'on pourrait imaginer que, voilà, il y ait cette espèce d'arrière-pensée philosophique de Hal, qu'il soit une sorte de stoïcien ou d'épicurien malgré lui, et qu'il ait envisagé la possibilité pour franchir un nouveau seuil d'évolution. En réalité, c'est un scénario qui obéit à certaines contraintes, et c'est aussi un récit presque allégorique, ça s'appelle l'Odyssée de l'espace. Donc, il ne s'agit pas de tout rationaliser dans le déroulement du scénario, et effectivement, je me le suis dit à plusieurs reprises, mais juste n'ouvre pas la porte. Si tu contrôles ton vaisseau, n'ouvre pas la porte, et le type ne va pas pouvoir sortir. Après, on peut tergiverser, on peut dire que le vaisseau n'est pas conçu comme ça, que les portes doivent toujours être accessibles aux humains. Il y a toutes sortes de manières, si vous voulez, de rationaliser. Le fait est qu'il y a des lignes de force scénaristiques ou narratives qui font qu'on est vraiment dans un affrontement et une confrontation entre l'homme et la machine, et qu'il est évident que juste avant, Hal n'est pas dans les bonnes dispositions pour permettre que qui que ce soit accède à son centre logique et le lobotomise. Mais c'est une proposition intéressante. Vous verrez le film et
vous y réfléchirez. Je pense que ce n'est pas le cas, en l'occurrence. D'autres questions? Oui. Est-ce qu'il y a une origine du monolithe? Une origine? Oui. Alors, le monolithe, si vous voulez, est décrit de façon... son origine est décrite de manière très rationnelle dans le roman, qui propose une hypothèse quant à sa provenance. En gros, il s'agirait d'extraterrestres qui auraient évolué à un point tel qu'ils seraient devenus des machines, justement. C'est-à-dire qu'ils n'auraient plus besoin de corps. Et que par conséquent, ces observateurs seraient aussi des acteurs du développement de la vie et plus précisément de la conscience dans l'univers. Et donc ils auraient agi pour permettre à l'homme, aux primates humains, de s'élever à un nouveau stade de compréhension du monde et l'accompagnerait sur une sorte d'accompagnant, si vous voulez, qui serait présent à chacun des stades importants des bonds évolutifs majeurs de l'homme. Ça, c'est une vision, si vous voulez, très rationnelle que propose Clarke et certains interprètes du film, qui n'est évidemment pas du tout ce que souhaitait Kubrick. Et Kubrick a cette capacité à conserver une très forte cohérence narrative tout en ouvrant au maximum l'interprétation. Donc ces films sont polysémiques. Et il est vrai qu'il y a énormément d'interprétations différentes du monolithe. Certains y ont vu Dieu, les tables de la loi sans commandement, quelque chose de totalement allégorique et spirituel. D'autres ont parlé d'alchimie, ce qui me paraît être une très intéressante manière d'aborder le film. D'autres encore ont cette vision de science-fiction. Est-ce qu'il est là véritablement pour le bien de l'humanité? Est-ce que tout ça n'est qu'une expérience? Quelles sont les véritables intentions? Tout ça reste très mystérieux. Mais ce que disait Kubrick à propos de son propre film, c'est une expérience à faire. Et donc, c'est d'abord destiné à l'inconscient. C'est pas destiné à la rationalisation, pas que destiné à la rationalisation, c'est destiné à l'inconscient qui doit accueillir ce film comme une expérience, presque une expérience mystique en quelque sorte. Comme quoi les réalisateurs les plus mégalomaniaques ne sont pas forcément les pires.